RCN. Le son de la différence. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ensemble pour 55 minutes de débat avec 3 invités, dont 2 ont maintenant leur ronde serviette autour de cette table. J'ai nommé Arnaud Gérard, cadre financier et blogueur, Mathieu Léritz, professeur d'histoire-géographie, militant politique et syndical, internaute à 16h également, et avec nous, un petit nouveau, Stéphane Massé, nouveau venu, donc, avocat, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nancy, internaute, esprit libre comme les 2 premiers nommés, qui nous permettra de continuer à faire souffler un vent frais sur l'émission qui se déclinera comme d'habitude en 3 thèmes. Bonjour à tous les 3. Bonjour. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, le débat. Examinons d'abord l'après Barnier, qui me conduit à préciser que ce débat diffusé aujourd'hui vendredi 13 décembre a été enregistré jeudi en fin d'après-midi, avant l'annonce prévue de la nomination d'un nouveau Premier ministre. Sous 48 heures, avait promis mardi le président, ne réitérant pas cependant sa promesse en Conseil des ministres ce mercredi. Mais au-delà de la personnalité qui succédera à Michel Barnier à Matignon, c'est bien toute la vie politique, ses acteurs, le régime de la 5e qui sont fortement mis à l'épreuve depuis la dissolution surprise au soir des Européennes en juin dernier. Michel Barnier, que l'on pouvait sentir davantage menacé par une grave crise sociale qu'un vote de motion de censure, ce qui est tout à fait exceptionnel, puisque ça ne s'est pas produit depuis 1962, tout simplement parce que le RN a joint ses votes à la motion présentée par le NFP. Ça ouvre donc une période d'incertitude, voire d'angoisse, dans un contexte marqué par le rejet de la politique par plus de 8 Français sur 10. Rien ne dit que la nomination d'un nouveau Premier ministre, après 3 nominations en 2 ans, permettra de sortir dans la situation de blocage dans laquelle s'enfonçait le pays. Noël au tison, selon l'adage bien connu, mais pour remuer la braise ou faire tomber les cendres, je vous pose d'emblée la question. Arnaud Gérard. Oui, c'est vrai qu'on est dans une situation qui est inédite, vous l'avez rappelé avec la censure, la 2e de la 5e République. Après, quand on regarde effectivement les causes de cette censure, il y en a de multiples. Il y a des causes cachées, il y a des causes qui datent du mois de juillet dernier. La cause immédiate, c'est celle du budget. C'est ce qui a été indiqué d'ailleurs par Marine Le Pen dans son vote, un budget inimaginable depuis, je crois, 40 ans, elle a dû dire, alors qu'on avait un budget qui commençait seulement à se construire après beaucoup de difficultés, et finalement un budget qui présentait quand même 2 atouts essentiels. Le premier, c'est qu'il permettait de boucler cette question qui est très importante au niveau du Parlement, bouclé pour l'année 2025. Et finalement, c'était un budget un peu de compromis, puisqu'on avait à la fois des mesures qui étaient certes de rigueur par rapport aux problèmes budgétaires, mais aussi avec véritablement un volet social, que ce soit sur la question de l'indexation la désindexation des retraites, ou que ce soit au niveau de la taxation des super profits ou des taxations exceptionnelles. Vous évoquiez aussi les causes cachées. Quelles sont-elles selon vous ? Alors, les causes cachées, ce sont celles qui ont été évoquées entre autres par François Hollande, nouveau député, qui a rappelé son argument qui est celui du NFP, de dire que le gouvernement Barnier n'était pas légitime, que de toute façon il fallait sortir de cette situation et la clarifier. Je ne suis pas sûr qu'on en soit là aujourd'hui. Stéphane Massé, vous partagez ce point de vue ? Oui, on a des causes multiples. La première, c'est le contexte politique. On a très bien vu que ce soit le Nouveau Front Populaire ou le Rassemblement National, il y avait quand même un rêve
à un moment ou à un autre de renverser ce gouvernement. Donc il fallait attendre l'occasion et le budget l'a été. Après, au-delà du contexte politique, on peut se poser la question aussi de savoir si les institutions de la Ve République n'arrivent pas ne sont pas à bout de souffle. Est-ce qu'on n'a pas atteint peut-être quelque chose, un point de bascule? Parce que la Ve République, c'est quand même basé au départ sur le fait majoritaire, c'est-à-dire avec un scrutin uninominal à 2 tours au niveau des législatives. Donc ça marche, si vous voulez, lorsqu'il y a une vraie majorité. On avait des périodes où la majorité changeait, où on avait une période de cohabitation. Là, on a 3 blocs. Avec 3 tiers à peu près. Donc forcément, est-ce que la Ve République, dans l'état actuel, est encore en capacité de faire face à une telle situation qui dépasse le fait majoritaire? Donc ça, c'est 6e République, point d'interrogation. Certains en parlent, certains en rêvent. Mais la question, je pense, se pose. Mathieu Léritz, pour vous, on est dans une crise politique ou une crise de régime? Moi, je crois qu'on est dans le fonctionnement normal d'une démocratie parlementaire qu'on a oublié depuis 60 ans, du fait, effectivement, de la radicalisation du régime présidentiel, ce qui fait que les Françaises et les Français se sont habitués à un fonctionnement vertical du pouvoir. Un homme, pas encore de femme pour le moment, qui nomme un Premier ministre, qui a une majorité en béton armé à l'Assemblée. Et donc, on a perdu la culture du débat. On a perdu la culture de l'opposition républicaine au sein du Parlement. C'est ce qu'on est en train de redécouvrir. Et c'est pas facile. C'est pas facile. C'est facile pour personne, je dirais. Pour revenir aux causes immédiates de la censure, je rappelle simplement, parce que je suis pas tout à fait d'accord avec mon collègue, je ne suis pas en désaccord avec ce que vous avez dit, mais il faut y ajouter que, certes, la gauche considérait, et considère toujours d'ailleurs, tout gouvernement qui serait dirigé par un homme ou une femme de droite comme illégitime, parce que qu'on le veuille ou non, dans la règle parlementaire que le président, semble-t-il, a oublié ou néglige, c'est bien la coalition majoritaire qui doit être en capacité de pouvoir tenter sa chance à Matignon, ce que le président a refusé. Donc ça, c'est vrai qu'il y a une question de légitimité d'un gouvernement qui ne serait pas issu de la gauche. Mais il y a aussi le fait que, pendant des semaines, la gauche, toute la gauche, le NFP, a fait des propositions au Premier ministre Michel Barnier. Vous dites c'est un budget d'équilibre, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que, à force de regarder uniquement à sa droite, il en a quand même beaucoup rabattu, notamment sur la taxation des plus riches. Il a quand même essentiellement tenté de créer une coalition à sa droite, voire à la droite extrême. Et finalement, celle qui a baissé le pouce, c'est Madame Le Pen. Voilà. Donc, si cette culture du compromis exigeant commence à progresser et s'impose, alors, eh bien, les choses pourront aller de mieux en mieux. C'est un peu la proposition que fait Olivier Faure depuis quelques jours. Mais est-ce qu'on n'a pas mis finalement la charrue un peu avant les bœufs en nommant Michel Barnier, sans discuter programme, sans discuter méthode? Ce qui est en train de changer d'ailleurs, ce qu'aurait compris le président, puisqu'il a convoqué les principaux groupes politiques, sauf le RN. On peut d'ailleurs en passant se demander si c'est pas une erreur tactique de ne pas l'avoir invité au même titre que les autres partis, puisqu'il y en a un seul qui refusait, c'était LFI. Est-ce qu'on n'a pas donc mis la charrue avant les bœufs en nommant un homme, ou une femme, en l'occurrence un homme, Michel Barnier, sans discuter programme, sans discuter méthode? Est-ce qu'il n'y a pas des petits pas qui sont en train de se dessiner là? Stéphane Massé. Oui, je pense que la responsabilité du président de la République est écrasante dans cette situation, parce que il y a effectivement cette position qui a été celle que vous avez rappelée, mais encore aujourd'hui, c'est-à-dire on a quand même la nomination éventuelle d'un Premier ministre, qui logiquement est nommé à l'heure où on nous écoutera, mais avec la volonté de ne pas toucher aux acquis, entre guillemets, de la Macronie. C'est-à-dire on ne touche pas à la réforme des retraites, on ne touche pas à tout ce qui a été fait, c'est-à-dire on accepte qu'il y ait une nouvelle majorité législative européenne qui a contraint le président de la République à dissoudre, mais on ne veut surtout pas qu'il y ait une nouvelle politique en quelque sorte, parce qu'il ne faut pas toucher à ce qui a été fait du côté de la Macronie. Donc on fait du surplace, Arnaud Gérard, hein, vous êtes d'accord avec ça? Et pour combien de temps Pour combien de temps le surplace? Oui, la clé du problème, c'est effectivement sur le budget. Et je ne suis pas en accord avec mon interlocuteur en face. C'est tout simplement... En face, c'est Mathieu Léritz. Hein, voilà. Parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence au budget. Et ça, c'est la grosse difficulté. Et je pense que le programme du NFP au niveau budgétaire, au niveau de la fiscalité, l'écrasement fiscal est quelque chose qui est impossible du point de vue économique. C'est peut-être là où il y a eu une erreur de la part
des socialistes, des modérés de gauche, de rejoindre cette majorité. Parce qu'on va se retrouver dans une situation où effectivement, il y a d'un côté, entre guillemets, la défense de l'héritage Macron, qui avait une qualité, je dirais, c'est d'essayer d'atténuer ce qui s'était passé à l'époque Hollande au niveau de la fiscalité, qui avait été quand même très très forte. Donc il fallait rétablir les choses. Après, l'inconvénient majeur a été de ne pas traiter plus à fond le budget. Il y a eu cette fameuse réforme des retraites qui est importante du point de vue budgétaire, mais qui en fait n'a aucun impact aujourd'hui sur la situation budgétaire, puisqu'on se projette sur les années à venir, et comme elle est récente, elle n'a pas de poids véritablement sur le budget social en tous les cas. La fiscalité était forte sous Hollande, hein, vous venez de le rappeler, puisque Pierre Moscovici, le ministre de l'économie, avait parlé éventuellement d'un ras-le-bol fiscal. Pour être tout à fait juste historiquement, il faut rappeler que les impôts ont commencé d'augmenter sous Sarkozy en 2011. Déjà, est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore se permettre d'augmenter les impôts, d'aller chercher, de faire la poche des Français là, Mathieu Léritz? De certains Français, j'espère bien, oui, bien sûr. Hein, de certains Français, de certaines Françaises, très minoritaires et qui, depuis 30 ou 40 ans, au nom d'une politique d'attractivité pour les capitaux étrangers, et donc derrière l'emploi, c'est le ruissellement, etc., depuis 30 ou 40 ans, la part qui est demandée d'effort fiscal aux plus aisés d'entre nous ne cesse de baisser. Voilà. Et on voit bien que c'est un clivage très fort entre la gauche et la droite. Hein. Un homme ou une femme de gauche ne parlera jamais d'écrasement fiscal. Il ou elle parlera de justice fiscale, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Moi, j'estime que de la part, effectivement, de ceux qui gagnent le plus, à tort ou à raison, hein, de ce point de vue-là, que ce soit justifié ou pas, que dans une situation difficile comme la nôtre, pour participer du remboursement d'une dette qui a été creusée par l'actuel président, pour participer au redéveloppement des services publics dont on a bien vu au moment du Covid à quel point ils étaient nécessaires, parler de la santé, de l'hôpital, etc., même des forces de sécurité, eh ben oui, il faut effectivement une augmentation de l'effort fiscal, l'effort de solidarité, et qui soit d'abord demandé aux plus riches des Françaises et des Français qui, depuis 30 ou 40 ans, je crois, n'ont pas trop à se plaindre de la politique des gouvernements. Mais c'est là une différence, je dirais, entre la gauche et la droite qui est légitime. Voilà, ça ne fait pas de notre débat une espèce de guerre sociale. Il n'y a pas d'un côté les partageux, de l'autre les ultra-conservateurs. C'est une question effectivement de rééquilibrage. Et le président Macron a ses convictions, je les respecte, ce ne sont pas les miennes. Et le NFP a porté d'autres possibilités que le président n'a pas voulu entendre, donc le Premier ministre non plus, d'où le fait qu'il s'est mis dans la main du Rassemblement national. Donc, j'entends vos réactions là-dessus. Stéphane Massey rappelait il y a un instant, je crois que ce sera tous d'accord, qu'il y a une tripartition, effectivement, de l'Assemblée. Est-ce que ça ne masque pas encore la permanence d'un clivage gauche-droite en France, ce que rappelait récemment Brice Teinturier suite à l'enquête menée avec l'Institut Montaigne, la Fondation Jean Jaurès, Ipsos et Le Monde. Est-ce qu'il n'y a pas encore au fond ce clivage gauche-droite classique depuis au moins la Révolution? Ça peut ressurgir, et je dirais tant mieux, dans le sens où il faut absolument qu'il y ait une réponse par rapport aux extrêmes. Les extrêmes enferment le bloc central depuis pas mal d'années, et on voit le résultat. Donc, ce qui est difficile en ce moment, c'est qu'on est obligé d'avoir un compromis. Pour ça que tout à l'heure, je soulignais certaines qualités du budget Barnier, c'est qu'on avait quand même une fiscalité qui était dirigée, certes, faible, hein, mais après tout, on est dans une période où il faut aussi investir. Et puis, il y avait aussi cette volonté d'essayer de freiner un petit peu les dépenses globales de l'État. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, si on n'a pas de gouvernement, après tout, on peut avoir aussi des difficultés à trouver des solutions, des compromis. Hein. Il n'y a pas de raison que tout change du jour au lendemain. Et qu'on ait des difficultés à faire une loi rectificative en janvier. Et qu'on se retrouve avec cette situation, de toute façon, l'indexation, par exemple, des retraites, hein, qui est automatique. Je pense que c'est un mauvais signal. C'était un bon signal de faire cette désindexation parce qu'on avait aussi un problème par rapport à la jeunesse, et on voit bien les écarts qui se creusent entre les plus anciens et les plus jeunes, et ça, il fallait rectifier même momentanément, mais on ne sait pas où on va.
Donc finalement, là, vous vous appelez, si je vous ai bien compris, Mathieu Léritz, à rétablir aussi le clivage gauche-droite. Est-ce que le clivage gauche-droite, aujourd'hui, a la même signification maintenant qu'il pouvait y avoir il y a 100 ans? On voit qu'il y a certaines lignes qui ont bougé quand même. Pas tellement. Il y a aujourd'hui, me semble-t-il, un accord général sur la forme du régime politique et le rapport aussi à la laïcité, ce qui fondait la différence entre la droite et la gauche. Mais il y a un siècle déjà, il y avait toute la question de la répartition des richesses produites. Et là, on voit bien qu'on est en plein débat actuel. Donc, vous savez bien ce qu'on dit sur celles qui estiment qu'il n'y a pas de différence entre la gauche et la droite. Vous savez bien ce que disait le philosophe Alain. Celui ou celle qui dit ça, vous pouvez être sûr qu'il est de droite, effectivement. La gauche, elle, pense qu'il y a des clivages et qui sont naturels. Le débat fait vivre la démocratie. Ça ne veut pas dire qu'on veut la destruction de l'adversaire, même de leurs idées. Mais on estime que tout ça doit être arbitré par le vote, par le débat démocratique. Et oui, nous, à gauche, nous ne pensons pas comme les gens de droite. Et c'est très bien comme ça. J'ai hésité à vous poser la question. J'ai peur de passer pour quelqu'un d'hors sol, Stéphane Massé, quand on voit qu'il y a 8 Français sur 10 qui rejettent la politique aujourd'hui. Les hommes politiques. C'est pas et les hommes politiques. Je pense que c'est plus un rejet de la classe politique que de la politique en elle-même. Vous citiez le philosophe Alain, on avait aussi François Mitterrand qui disait le centre n'est ni de gauche ni de gauche. Ça, c'est clair. Donc on a ce clivage, je pense, qui existe toujours parce que ça tient des racines profondes. Il a été mis entre parenthèses, je pense, ce clivage, par la période macroniste, entre guillemets, en même temps, ni de gauche ni de droite, ou est de gauche et de droite, le nouveau monde, enfin bref, tout ce qu'on nous a vendu, on voit ce que ça a donné, et que ce clivage revient, parce qu'il a des bases qui concernent la levée de l'impôt, effectivement, on a souvent demandé beaucoup d'efforts aux mêmes, avec des ajustements qui étaient nécessaires par l'attractivité, par etc., à des classes plus aisées, et puis la redistribution, parce qu'il y a une pression fiscale écrasante, c'est clair, hein, mais vous citiez la période Covid tout à l'heure. Mais au-delà de cette période Covid, on a quand même un délitement de tous les services publics, que ce soit l'éducation, que ce soit la justice, que ce soit la santé. On a l'état des urgences, l'état des tribunaux. Bref, on a l'impression parfois d'être, sans que ce soit péjoratif, un pays en voie de développement ou un pays du tiers-monde avec une situation qui n'est pas acceptable par rapport à ce qui quand même constitue la richesse du pays et cette levée de l'impôt. Donc le clivage, il existe toujours et peut-être qu'il sera mis un jour à nouveau dans la nouvelle période, sauf si, puisque le président de la République a dit que pendant 30 mois, il irait jusqu'au bout de son mandat et qu'il n'y aurait pas de nouvelle dissolution, sauf si on trouve un bidouillage, si vous permettez l'expression, pendant 30 mois où il ne se passera finalement rien, ou pas grand-chose. Donc, avant de passer au thème suivant, j'aurais une question pour Arnaud Gérard, mais citation pour citation, il me revient une citation de François Bayrou, là, dont le nom est cité pour Matignon, qui disait « Les centristes, c'est comme une brouette de grenouilles ». Donc je pense que ça s'imageait un peu comment ça peut fonctionner ou dysfonctionner. Et Arnaud Gérard, justement, on évoquait le consentement à l'impôt. En même temps, c'est qu'un endettement de 3 000 milliards. Comment se fait-il que nous soyons le pays le plus taxé globalement, même s'il peut y avoir des différences, comme l'expliquait Mathieu Léritz, et en même temps le pays le plus endetté avec des services publics qui sont pas au top on a eu quand même, et ça c'est un point d'achoppement, c'est la question de la retraite. Et c'est vrai qu'on a depuis des années et des années fait certaines réformes, mais des réformes qui étaient partielles et qui étaient sans doute injustes au niveau générationnel. Quand on regarde aujourd'hui, on a un système qui est un système de distribution. On voit bien que le problème démographique est là, que ce soit le vieillissement de la population ou en tous les cas une baisse de la démographie. On ne peut pas tenir dans ce système-là. Et c'est là où il y a une difficulté budgétaire importante, c'est que c'est le budget public qui finance tout ça depuis des années. Après, à la décharge quand même et je ferai la nuance, on a eu une crise sanitaire qui a été très coûteuse. On a eu aussi antérieurement une crise de la dette souveraine en 2011. On a eu un certain nombre d'événements, si on remonte encore plus loin, en 2008, du système bancaire européen qui ont coûté très cher au budget. En particulier, on s'est retrouvé dans des situations où on avait déjà un endettement important et ça s'est accumulé.
Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Là où il faudrait trouver quand même une solution, c'est un consensus aujourd'hui par rapport au budget, avec sans aucun doute un signal de frein. Alors après, comment le faire, porter sur quoi, etc., c'est la question qui est essentielle aujourd'hui, à la fois pour les Français, mais aussi pour que le budget puisse passer et soit efficace. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur les retraites, sur le budget le mois prochain. On va passer au second thème. 11h midi sur RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. On va rester dans un climat de crise, bien sûr, vous l'avez compris, crise économique, sociale, agricole, donc qui n'est pas sans lien avec le premier thème abordé. Commençons, si vous le voulez bien, par la plus visible, enfin, ou tout au moins celle qui renvoie le plus facilement à notre imaginaire, une forme de nostalgie, la France couleur sépia, la France agricole, la crise agricole. Le nombre d'exploitations a été divisé par 3 en 40 ans. Les vraies raisons sont sans doute à regarder de près. Les revenus agricoles sont inégaux et fragiles. Et la finalisation de l'accord du Mercosur par Mme von der Leyen a profité de la crise politique française. Mais je renouvelle ma question que j'avais posée à mon invitée précédente, qui était la députée Estelle Mercier. Et si le Mercosur n'était finalement que le bouc émissaire d'une agriculture française à la dérive? C'est une question qui avait été posée par le journal L'Opinion, plutôt de tendance libérale, assez brutalement au mois de novembre. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'autre manière de poser la question aussi directe, de façon aussi pertinente. Quelle est votre réaction? Est-ce que ce n'est pas la question clé, Mathieu Léritz? Alors, j'avoue humblement que je ne suis pas un spécialiste de la question, mais il se trouve que, par un heureux hasard, peut-être c'est pas un hasard d'ailleurs, parmi les députés socialistes que nous avons en Meurthe-et-Moselle, les parlementaires socialistes plus exactement, 2 d'entre eux sont agriculteurs, puisqu'on a Dominique Potier dans le Toulois et on a Olivier Jacquin. Et les 2 sont des agriculteurs. Le premier député, le second est sénateur. Tout à fait. Et donc au moment de la précédente crise agricole, on a qu'elle succède de plus en plus vite, nous avait expliqué toute une série de choses avec des camarades, donc des membres du parti, qui sont aussi... Puisque vous êtes membre du Parti socialiste. Tout à fait. Et qui sont aussi exploitants agricoles. Et nous ont dit quand même à quel point la situation était très diverse. Alors, sans rentrer dans les détails, il faut quand même commencer par dire que c'est un métier extrêmement dur. Moi, j'étais assez surpris, moi qui n'ai qu'un rapport très éloigné avec les choses de la campagne et de l'agriculture en général, j'étais surpris quand ils nous ont raconté le travail agricole. C'est quelque chose d'effarant, en termes d'absence de vacances, d'horaires, etc. C'est un travail démentiel. Avec des situations, vous l'avez dit, Philippe, qui sont très différentes. J'en dis très clairement qu'il y avait une partie des agriculteurs qui vivaient bien. Mais une autre, effectivement, qui est menacée notamment par la concurrence étrangère. Alors, la question, c'est celle, en fait, du protectionnisme. Voilà. Les accords avec le Mercosur sont sans doute intéressants pour les pays du Sud, donc pour les travailleurs et les travailleuses du Sud, donc il faut regarder ça de près. Mais en même temps, si j'ose dire, si c'est pour organiser effectivement l'abandon de pans entiers de l'économie et de l'agriculture, mais pas seulement, dans les pays européens, il ne faut pas se plaindre après qu'effectivement, il y ait une méfiance vis-à-vis de l'étranger en général, la tentation du repli, bref, le vote nationaliste. Moi, j'ai toujours pensé que le libre-échange échevelé, qui a profité effectivement à toute une partie de la population, dans laquelle je peux être d'ailleurs, le fait de pouvoir voyager, etc., de pouvoir acheter des produits pas chers, etc., ça s'était fait quand même au prix de centaines de milliers d'emplois industriels, notamment, supprimés, effectivement, par les délocalisations. Donc, nous, au Parti socialiste, on n'est pas pour le protectionnisme, pour l'autarcie ou que je ne sais quoi, mais on est quand même pour regarder les choses à l'échelon européen et dire que, oui, il y a des moments, il y a des secteurs qui peuvent être fragiles, voilà, et donc il faut protéger, par des tarifs douaniers. Donc, nous, et je, en tout cas, suis plutôt favorable à ce que cet accord du Mercosur ne soit pas ratifié. Et c'est une des rares fois où je serais plutôt d'accord avec la position, d'ailleurs, du président de la République. Parce qu'on a toute une série d'agriculteurs qui ne supporteront pas cette concurrence. Et on sait bien le rapport très charnel, très historique de la population française au monde agricole, qui ne pèse plus grand-chose, on le sait bien. Mais symboliquement, c'est vrai que la France reste un pays terrien. C'est peut-être un peu bête de dire ça, mais c'est vrai. Et donc, nous avons tout intérêt, je crois, pour des raisons historiques, politiques, économiques, sociales, à protéger nos agriculteurs et nos agricultrices. Et pourtant, d'après certains analystes, le Mercosur nous
porterait que sur 2% des échanges agricoles et concernerait la France que pour 2%. Arnaud Gérard, vous qui êtes le financier, j'allais dire, de l'équipe, qui avait un regard plus, je ne vais pas dire plus indulgent, plus bienveillant sur le libre-échange. Est-ce que vous pensez qu'il faut effectivement fermer les frontières ou si pour restaurer l'agriculture française, ou si vous pensez qu'elle doit participer selon un certain nombre d'accords et de régulations à l'économie mondiale? Je vais vous étonner parce que je rejoins une partie de ce qui a été dit. Effectivement, on est dans... Il y a deux choses. La première chose, c'est que le Mercosur aujourd'hui ne s'applique pas. Donc, ce n'est pas là la cause du problème. Hein. C'est une anticipation. Il y a un côté psychologique, mais sans que le terme soit négatif. On a effectivement au niveau européen, et là on le voit dans d'autres domaines, on pourrait remplacer le mot agriculture par automobile, on a une ouverture qui a été faite tout à fait énorme, alors que on n'avait pas les contreparties, alors que le monde a changé très brutalement, sans doute un petit peu avant la crise sanitaire, en tous les cas très clairement aujourd'hui on le voit avec l'attitude américaine ou l'attitude chinoise. Alors c'est vrai que sur l'agriculture, il y a aussi des causes qui sont beaucoup plus anciennes, avec à la fois la perte de toutes les activités de production. Tout le monde se souvient, il y a 20 ans, 30 ans, les coopératives qui faisaient de la production. Tout ça a été transformé, tout ça a été absorbé, peut-être à tort par, je dirais, les associés de l'époque, mais ça a créé des groupes qui se sont éloignés considérablement du vrai monde agricole et des vrais besoins. Alors, on a en plus de ça, et là ce sera peut-être la touche juste économique, c'est qu'on a eu aussi un phénomène sur les dernières années d'inflation des prix alimentaires qui a sans aucun doute bouleversé aussi les données, sans doute peu de répercussions sur le producteur, mais beaucoup plus dans les étages en aval, que ce soit l'industrie ou que ce soit la distribution. On peut rappeler justement que les producteurs sont actuellement en négociation avec les distributeurs et que c'est toujours très compliqué. C'est sur décembre-janvier. Stéphane Massé, l'agriculture n'existe plus. En vous posant cette question, je regarde mes notes. J'avais retrouvé un livre d'Henri Mandras en 1967, un livre qui avait fait l'effet d'une bombe, parce que le titre était assez clair, « La fin des paysans ». La situation n'est pas simple. S'il y avait une solution miracle, on le saurait. Le Mercosur est une catastrophe pour le monde agricole français. Ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui le disent, qui sont quand même les principaux concernés, qui savent de quoi ils parlent. Alors, le président de la République se bat pour bloquer cet accord, d'où son voyage en Pologne. Mais il faut rappeler qu'en 2019, je crois, c'est-à-dire il y a peu, puisque ça se négociait depuis 25 ans, il était totalement favorable et il nous vantait, entre guillemets, cet accord, qui devait être une merveille pour tout le monde agricole. Alors, comme vous l'avez rappelé, est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt ? Oui, peut-être, parce que sans le Mercosur, la situation est déjà quand même assez complexe, voire dramatique pour certains agriculteurs. Du fait aussi, peut-être, alors vous parliez de 1967, du fait de l'accroissement aussi des normes européennes, qui sont quand même très contraignantes pour les agriculteurs, quel que soit le domaine d'activité, sans qu'il y ait, parce qu'on dira, mais il y a quand même des subventions, sans qu'il y ait une compensation, je dirais, intégrale ou parfois intelligente par le versement notamment de la politique agricole commune, des subventions. Mais on a quand même un accroissement des normes, des difficultés pour les agriculteurs, et le Mercosur serait une catastrophe supplémentaire. Alors on semble découvrir aujourd'hui que c'est quelque chose qui n'est pas bien, entre guillemets, mais ça fait quand même, encore une fois, 25 ans qu'on négocie cet accord, et encore une fois, il y a quelques années, on nous vantait cet accord comme étant quelque chose de merveilleux pour les agriculteurs français. On s'aperçoit que manifestement, ce n'est pas le cas. Mais on sent découvrir aujourd'hui qu'il y a plusieurs agricultures, en fait, qu'il y a une différence très nette entre le paysan lorrain ou le piémont vosgien, qui est plutôt dans la polyculture, et les céréaliers ou les très grands producteurs, qui bénéficient d'ailleurs de subventions à l'hectare par Bruxelles. L'industrie agroalimentaire, effectivement, oui. C'est autre chose. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à travailler au sein des producteurs, de l'économie agricole, tout d'abord ? C'est pas un monde uni, ça c'est bien évident, que ce soit socialement ou du point de vue des productions.
Après, effectivement, et les choses ont changé par rapport à ce qu'on pouvait imaginer, et doivent changer. C'est qu'on avait pris l'habitude au niveau européen de faire des accords globaux, hein, telle région avec telle autre région, sur tous les produits. On sait très bien qu'aujourd'hui, le Mercosur, c'est on laisse rentrer les produits agricoles d'Amérique latine contre les automobiles allemandes. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est naturellement dérangeant parce que ça ne correspond plus aux besoins aujourd'hui, et en particulier quand on voit les secousses sur le même secteur automobile en Europe, du fait de l'ouverture encore de l'Union européenne aux véhicules chinois, donc sans contrepartie, bien entendu. Stéphane Massé. Juste peut-être une précision sur l'aspect politique, justement, européen et la place et le poids de la France dans l'Union européenne. Parce qu'il y a encore quelques années, si la France était opposée à un tel accord, c'était quand même plus difficile. Aujourd'hui, on a une position française qui est à peu près unanime contre cet accord, et ça n'a pas empêché Mme von der Leyen de courir signer l'accord, faisant fi en quelque sorte de la position française. Elle a finalisé l'accord, il n'est pas complètement signé. Mais voilà, elle est quand même partie. Alors, il y a quelques années, si la France était opposée, bon, c'est que l'Allemagne est favorable par rapport à l'industrie automobile notamment, mais quel est le poids de la France, je dirais, dans ces négociations ? Justement, vous nous offrez, Arnaud Gérard et Stéphane Massé, la transition toute trouvée sur l'autre crise économique, sociale, avec les plans sociaux en cascade, notamment dans l'automobile. On va parler de Valeo, de Michelin, mais on va parler aussi d'Airbus, d'Auchan, du Coq Sportif, de Vancorex, qui est la chimie, d'ArcelorMittal, notamment à Reims, mais ArcelorMittal, c'est un nom qui parle quand même en Lorraine, avec une vague de défaillances d'entreprises, 65 000 procédures collectives actuellement contre 55 000 en rodage, c'est-à-dire en étiage annuel, à peu près, avec tout ce cortège de petites entreprises qui passent souvent sous les radars de l'actualité nationale, voire régionale, comme par exemple, j'ai retenu la vitrerie Flabeg dans le Bas-Rhin, que je ne connaissais pas, mais j'ai découvert dans un article qui fabriquait des miroirs pour l'automobile et qui était sacrifié par sa maison mère allemande, et ce qui a entraîné la suppression de son emploi. Ils ont été mis déjà en redressement, puis en liquidation judiciaire. Ils viennent de fermer leurs portes. À fin octobre, 160 000 emplois étaient menacés par une procédure collective. La CGT a avancé le chiffre aujourd'hui de 200 000. CGT qui appelait à manifester ce jeudi avec la FSU. Les syndicats tirent en effet la signal d'alarme. 3 000 suppressions d'emplois annoncées dans la métallurgie selon la CFDT. La CGT a relevé 286 plans de suppression de l'emploi depuis 2023. Et dernier chiffre, selon la Fédération patronale du bâtiment, 40 000 à 60 000 emplois seraient menacés. Et Éric Heyer, l'un des analystes de l'Office français de l'économie, l'OFCE, imaginait le chômage, redoutait que le chômage ne dépasse le cap des 8%, alors qu'il est à 7,4%, je crois, aujourd'hui. Y a-t-il encore des raisons d'espérer ? Stéphane Massé. Je trouve que la situation est très inquiétante, avec un risque de retour du chômage de masse, effectivement. On a l'impression de revivre un peu la désindustrialisation, de revivre les années 80 avec la sidérurgie, quoi. Alors, est-ce que c'est une phase transitoire ? Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que c'est l'évolution ? On a d'autres problématiques sur l'intelligence artificielle, sur pas mal de points, en se disant, bon, la société évolue, les métiers doivent évoluer, etc. Mais en attendant, on a une période transitoire qui est catastrophique et qui risque d'aboutir effectivement à des pertes d'emplois. Les dépôts de bilan se multiplient. Vous avez cité tout un tas d'entreprises, et pas des moindres, qui sont en difficulté et qui vont mettre certainement la clé sous la porte. Et en attendant, que fait-on des gens si vous me permettez l'expression, qu'on laisse sur le carreau, quoi. Avec les conséquences politiques aussi que ça peut donner par rapport au vote qu'on appelle extrême. Arnaud Gérard ? Oui, c'est effectivement. Alors quand on regarde du point de vue économique, on voit bien deux choses. La première chose, c'est que c'est assez concentré sur deux secteurs essentiels, construction, logement,
et automobile. Et là, on voit la raison, c'est la hausse des taux d'intérêt depuis 2022 qui a été très brutale. Le ralentissement dans les transactions immobilières, dans les projets de construction nouvelles et aussi sur l'achat d'automobiles. Sachant que sur l'automobile, on ne sait pas si, je ne sais pas si vous savez ce qu'il faut acheter comme voiture thermique, électrique ou hybride, etc. Donc il y a quand même toutes ces difficultés qui submergent, je dirais, une économie française qui était déjà très fragilisée avant, en particulier dans la sous-traitance automobile sur les dernières années. Alors, les raisons d'espérer, je dirais, il faut espérer une stabilisation au niveau politique, c'est très important. C'est pour ça que sur la censure, on peut faire le lien par rapport aux populations qui sont directement touchées par ces crises sociales. On se rend compte que le raisonnement un petit peu paradoxal, c'est de se dire tous pourris. C'est un peu ça qui revient en force. Après, le deuxième espoir, c'est qu'on ait quand même une stabilisation et des baisses de taux d'intérêt. La BCE a baissé aujourd'hui ses taux d'intérêt. Ça reste quand même très faible par rapport aux besoins de l'économie européenne qui est en très très fort ralentissement. Alors il y a la France, mais l'Allemagne aussi est confrontée à des difficultés puisque les deux pivots de son activité économique industrielle, l'automobile et la chimie. Mathieu Léritz, est-ce que c'est la faute, est-ce que c'est une question politique? Est-ce que finalement le choc de l'offre n'a pas fonctionné? Vous connaissez la formule de nos parents, tout est politique. À commencer par l'économie. Au-delà de la boutade, je ne prétends pas maîtriser ces questions-là. Je suis frappé par la brutalité du phénomène. Effectivement, Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, parle de 200 000 emplois, vous l'avez rappelé, Philippe, dans toute une série de domaines. Ce que je crains quand même, pour le coup, comme observateur non averti, c'est quand même deux phénomènes. L'un dont mon collègue a parlé, c'est-à-dire l'offensive incroyable de la Chine dans certains secteurs industriels, notamment l'automobile. Et là, mais pas seulement. Et là, si l'Europe ne se protège pas, c'est la catastrophe. Voilà. Est-ce que c'est pas seulement une offensive commerciale? Est-ce que les Chinois n'ont pas été, je vais dire, préfigurateurs ou ont été capables de faire, de s'émanciper, de se mettre largement en avance sur les autres? Les Chinois sont tous sauf des libéraux. C'est-à-dire qu'ils subventionnent massivement leurs exportations. Les banques sont nationales, le crédit est national. Alors, on peut condamner le régime, il faut le condamner, mais du point de vue de l'interventionnisme dans l'économie, on est vraiment dans un régime qui allie avec une redoutable efficacité le capitalisme le plus sauvage et l'intervention de l'État la plus efficace, en tout cas pour le moment, même si c'est un peu un château de cartes sans doute, mais bon, bref. En tout cas, on a la preuve qu'une économie qui est vraiment encadrée par l'État peut être performante, y compris dans la recherche d'ailleurs, parce que c'est pas simplement. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, alors, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais pour alimenter mes cours, il faut bien que je lise un peu. Et je lisais que le pire était peut-être à venir au niveau des États-Unis. Parce qu'on assisterait à une tentation aujourd'hui de la part des capitalistes européens d'une vague de délocalisation des entreprises industrielles vers les États-Unis. Alors pour deux raisons. D'une part, une politique fiscale qui sera encore plus favorable aux entreprises avec M. Trump. Et puis aussi l'édification, là encore, d'un mur protectionniste aux États-Unis. Ce qui fait que... Trump l'a annoncé. Il l'a annoncé et il va le faire, parce que c'est un homme de parole, ce monsieur. Et donc effectivement, si vous ne produisez pas en tant que compagnie étrangère sur le sol américain, vous ne pourrez plus vendre. Et donc il y a cette idée que les investissements, en fait, existent, mais ils vont être dirigés vers le territoire américain. Et donc là, il y a un effet d'étau, si vous voulez, qui est assez inquiétant. Donc là, la réponse, alors pour le coup, elle ne peut pas être française. Elle doit être européenne. Et si chacun tire de son côté, on n'y arrivera pas. Et la présidente donc, de la Commission européenne, elle n'est pas allemande, elle est européenne. Elle devrait effectivement faire des propositions d'intérêt général européen et pas qui servent essentiellement les intérêts de son pays, ce qui n'est pas toujours l'impression qu'elle donne en ce moment.
Stéphane Massey. Vous disiez la Chine, ils sont tous sauf des libéraux, effectivement, mais je pensais, comme vous, aux États-Unis. Je veux dire, America First. Hein. Je veux dire, on a quand même un protectionnisme qui se développe dans beaucoup de pays, que ce soit la Chine, que ce soit les pays émergents aussi, ce qu'ils peuvent faire, et puis les États-Unis. On a l'impression que tout le monde se protège, sauf l'Europe, sauf la France. Mais alors, c'est vrai que lorsqu'on dit ça, on nous dit « Ah, mais bon, c'est une théorie du Rassemblement national. » Non. Non, c'est pas. Faut sortir aussi de ces questions-là, parce qu'on a effectivement, c'est à l'échelon européen que ça doit se jouer. On a l'impression que la Commission européenne, notamment, effectivement, va défendre certains pays. Madame von der Leyen semble plus ambassadrice de l'Allemagne que de l'Europe dans son intégralité. On va revenir sur l'Europe et l'agriculture. L'Europe subventionne largement l'agriculture. On entend souvent des agriculteurs depuis des années dire qu'ils préféreraient vivre de leurs revenus que de subventions. On entend aussi des chefs d'entreprise en disant finalement, on est largement subventionné, on préférait vivre de nos revenus, de nos produits, de nos investissements. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème de fond sur l'agriculture, sur l'économie de façon générale, même si on n'est pas dans une économie administrée, on est plutôt dans une économie libérale. J'ai retenu une suggestion de François Omril, qui est le patron de la CGC, qui n'est pas un syndicat gauchisant, et qui disait finalement, il disait ça tout récemment, plutôt que de subventionner, pourquoi ne pas mettre des taxes aux frontières ? Oui, c'est le gros problème de l'Europe, c'est cette évolution. On est encore sur des schémas qui sont dépassés aujourd'hui. On a eu une accélération de l'histoire depuis la crise sanitaire. Aux États-Unis, il y a effectivement, je dirais, protectionnisme, mais il y a aussi déglobalisation de l'économie. Les États-Unis, le plan Biden a été et restera quelque chose de marquant pour l'économie américaine parce qu'on a eu des investissements considérables sur le sol américain dans tous les domaines. Alors, les États-Unis, naturellement, n'ont jamais été une grande puissance exportatrice et fortement importateur. Donc, il y a une rectification qui est en train d'être faite et qui a pris beaucoup de temps pour être réalisée. Mais nous, pendant ce temps-là, et c'est vrai que on est victime de la Chine. La Chine a certes un capitalisme d'État, mais vraisemblablement, quand on voit les plans de soutien à l'économie chinoise, ce sont des plans qui sont tournés vers le système bancaire qui est en train de craquer et qui a été aidé de manière inimaginable par les autorités de Pékin. Pourquoi ça a été fait ? Parce que toutes les régions, et on peut imaginer le dirigeant communiste de telle ou telle région, a voulu avoir son usine automobile, a voulu être le meilleur de la classe au niveau de la construction, et tout ça s'est effondré très brutalement. Donc on n'a pas pris la mesure, et quand on regarde même les process au niveau européen, quand on veut ajuster, quand on veut mettre en place des taxes aux frontières, ça met un temps incroyable. L'histoire à nouveau des panneaux solaires, ça fait quand même 2 ou 3 fois que l'industrie européenne est écrasée par les panneaux solaires chinois, alors que l'Europe s'affirme comme un leader de la transition énergétique. Et là encore récemment, on a fait comme ça. Et c'est une remarque supplémentaire par rapport à ce qui a été dit. Oui, les États-Unis sont dans une position de force, mais les États-Unis n'ont pas les mêmes coûts énergétiques que nous, Européens. On peut regretter le nucléaire, on peut regretter le gaz russe, entre guillemets, ce qui n'est pas du tout mon cas. Mais en tous les cas, on est dans cette situation-là où il faut que l'Europe se réveille. Le rapport Draghi était quand même très important et il est passé à la trappe. On va passer maintenant au 3e thème. On pourra encore discuter et reprendre sans doute le sujet dans les émissions suivantes. On va passer là au 3e thème là, qui s'impose aujourd'hui. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, le débat. Il nous reste 12 minutes d'émission et on ne pouvait pas ne pas aborder l'actualité internationale, notamment la Syrie après la chute en une dizaine de jours du régime sanguinaire de Bachar el-Assad. La France s'apprête à envoyer un émissaire à Damas pour
tenté de rencontrer Ahmed al-Shara, alias Abou Mohamed al-Jouani, le nouvel homme fort de la Syrie. Vu de France, le renversement d'Assad est perçu comme une bonne nouvelle, tout le monde se l'accorde, à l'exception de ses ultimes soutiens, on pourrait citer le RN et Mariani, et éventuellement Mélenchon. Et c'est l'occasion de souligner que Assad était sans doute le pire dictateur sanguinaire, surnommé le boucher de Damas, durant 13 ans, après avoir succédé à son père, qui ne passait pas non plus pour un grand démocrate. Ce régime est tombé en quelques jours. Est-ce que c'était un château de cartes après avoir été lâché par ses alliés russes et iraniens ? C'est quand même assez sidérant qu'un régime qu'on disait aussi armé, aussi policier, et non pas policé, policier, se soit effondré en quelques jours, là, Mathieu Léritz. Oui, c'est une fois de plus, on est surpris par la rapidité des événements. Et voilà, personne n'avait rien vu venir. En tout cas, c'était pas mon cas. Sans doute parce qu'aussi l'actualité était ailleurs, Palestine, Liban, etc. On savait que le régime était corrompu jusqu'à la moelle. On savait qu'il vivait sous perfusion militaire et policière de la Russie et de l'Iran. Quand on parle de corruption, je vous coupe, on parle même de narco-État. Oui, c'était un gangster. Le régime est un régime de gangsters, très, très clairement, avec les méthodes des gangsters. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Parce que le parti Baath, il se trouve que j'avais étudié la question dans le passé, ça a été quelque chose. Ça a été quelque chose d'important. C'était un mouvement socialiste, laïque, voilà, puisque fondé par un musulman et par un chrétien, de Damas d'ailleurs, dans les années 50, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et l'idée, c'était celui d'une unification du monde arabe. Et notamment de la Syrie et de l'Irak. Tout à fait. Syrie, Irak, Liban. Voilà. Il y a eu d'ailleurs une union du temps de Nasser entre l'Égypte et la Syrie, qui n'a pas duré très longtemps. Donc c'était un mythe unificateur, mais très porteur et très ancré à gauche. Le problème avec les mouvements de gauche qui ne respectent pas les libertés, c'est qu'ils finissent toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'ils oublient totalement ce qui est de gauche et il ne reste que les méthodes de gouvernement d'extrême droite. C'est ça qui s'est passé en Syrie. Et la confiscation du pouvoir par une famille, le père et le fils. Le père était pas loin d'être pire que le fils, de ce point de vue-là, parce que l'écrasement de la ville de Homs en 1980, c'est quand même quelque chose de particulièrement barbare. Simplement, voilà, donc on ne peut que se féliciter de voir des prisons ouvertes. On ne peut que se féliciter de voir des bourreaux traduits en justice, voire même exécutés. Personnellement, j'avoue qu'à un moment donné, voilà. Le problème, c'est ce qui va venir après. Voilà, moi je ne sais pas qui sont ces gens. On dit que ce sont des gens qui sont des djihadistes, qu'ils avaient partie liée même avec l'État islamique. Avec la participation de djihadistes français, voilà. Dont on ignore le nombre. Mais d'autres sources que je connais bien nient cela. Disent qu'il y a eu une évolution et disent que dans le front qui a renversé le régime de Assad, il y a aussi des forces qui sont laïques, voilà, qui sont de gauche. Bon, peut-être, je ne sais pas. Force est de constater que pour l'instant, les prisons sont ouvertes, voilà, que les minorités chrétiennes ne sont pas menacées, semble-t-il. Alors, pour finir par là, parce que les gens de ma génération, on se souvient de 79 et du renversement du Shah. Par les mollahs. Oui, par les mollahs, par Khomeini, que la France avait accueilli très généreusement pendant des années. On était quand même contents à gauche, parce que le Shah, c'était pro-américain, une dictature sanguinaire aussi. Bon, après, on s'est mordu les doigts. Donc, non pas qu'on regrette le Shah, mais le régime qui l'a remplacé est bien pire sous bien des aspects. Donc, on va voir, j'espère pour le peuple syrien vraiment, et pour toute la région, on peut rêver que va se constituer un pôle de stabilité démocratique à la turque, peut-être, je ne sais pas. Du reste, la Turquie, je crois, est tout à fait à la manœuvre. C'est tout ce qu'on peut espérer pour le peuple syrien, mais aussi pour toute la région. Stéphane Massé. Oui, on ne peut que se réjouir de la chute d'un dictateur, de celui qui était appelé effectivement le boucher de Damas, et de l'ouverture des prisons. Beaucoup se sont réjouis, mais en n'ayant pas suffisamment de prudence, je dirais peut-être pour l'avenir, parce que vous avez rappelé le Shah, 1979... Bon, ça a donné effectivement l'Iran qu'on connaît aujourd'hui, donc mais on a eu aussi l'Afghanistan à Kaboul, on a eu l'Irak avec Saddam Hussein, on a eu la Libye avec Kadhafi. On voit ce qu'ont donné aussi ces trois pays en termes de radicalisation, d'intégrisme, d'attentats terroristes aussi, de financement, de participation à toutes ces activités qui ne sont pas forcément que du narcotrafic, même si c'est lié, mais aussi pour la participation au djihad, qui reste quand même quelque chose qui pose problème. Alors bien sûr qu'on ne peut que se réjouir. Là, je
pas du tout d'accord en disant qu'on pourrait se réjouir aussi des exécutions et que tant mieux si certains étaient exécutés, parce que je pense que si on est abolitionniste, si on est contre la peine de mort, c'est quelque chose d'universel. Mais prudence, je dirais, dans l'évolution, surveillons quand même ce qui va se passer en Syrie, et notamment avec ces djihadistes français. Alors on parle de 100, 300, 3000, c'est difficile à évaluer, mais que faire de ces djihadistes français qui seraient sortis de prison parce qu'ils ont un passeport, sortant un passeport français, dont un passeport belge, et peuvent rentrer à tout moment en Europe, en toute légalité. Arnaud Gérard, est-ce que vous vous réjouissez aussi c'est l'inquiétude qui domine? Il y a effectivement la chute d'un régime terrible, corrompu et terrible, d'une famille aussi qui contrôlait toute l'économie, et il y a un rapport d'ailleurs qui a été mis en ligne par des journaux anglo-saxons de la direction du Trésor américain, qui est impressionnant sur tout le système de contrôle de l'économie, économie visible, économie souterraine, jusqu'aux milices, enfin, qui ont été contrôlées par cette famille. Donc oui, on se réjouit naturellement. J'aurais un point d'optimisme relatif, mais d'optimisme quand même, c'est le fait que, comme ça a été dit, la Turquie pourrait intervenir. Donc il y aurait sans aucun doute la volonté de la Turquie. On peut imaginer, je vous coupe, que les Kurdes sont moins optimistes que vous, là. Oui. Mais alors, c'est peut-être en plusieurs temps, mais la Turquie a vraisemblablement intérêt à stabiliser relativement la Syrie pour pouvoir sortir ces réfugiés syriens qui sont très très importants. Donc ça peut être aussi une raison, et les Turcs, je dirais, ont aussi une réflexion qui est souvent à moyen long terme. Après, effectivement, on voit apparaître un énorme changement, la disparition vraisemblable du poids de l'Iran dans la région, après le Hezbollah, la Syrie, peut-être l'arrivée, et là je pense à Israël, d'un adversaire beaucoup plus redoutable, en l'occurrence la Turquie, avec d'autres alliés qui se rapprochent de la frontière. On va voir aussi ce qui peut advenir du Liban, tout proche, qui est naturellement dans une situation difficile. Donc c'est vrai qu'on va dans une situation compliquée. Il y a quelques petites lumières qui sont allumées, mais il y a beaucoup d'incertitudes. Oui, vous parlez du Liban. Il faut toujours rappeler qu'entre Beyrouth et Damas, je crois qu'il y a 80 km. Enfin, il y a moins de 100 km. Donc on est vraiment dans un mouchoir de poche. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même en Syrie, on va attendre de voir comment se passent les choses, de guerre civile? J'ai pu noter quand même pour l'instant qu'il y avait une sorte de partition avec les islamistes du TCS qui contrôlaient pour l'essentiel le centre de la Syrie, et la capitale, les Kurdes qui contrôlent l'Est, et les Alaouites, dont était issue la famille Assad, la côte. Oui, apparemment, là où il y a eu les plus fortes tensions, c'est dans cette région de la côte, où se trouvent d'ailleurs, je crois, les deux bases russes qui sont, paraît-il, vides pour le moment, mais qui pourraient accueillir à nouveau les militaires russes si les choses se passent bien entre le nouveau pouvoir et la Russie. Et au-delà, peut-être une dernière question avant qu'on aborde la note de lecture. Est-ce que vraiment la chute du régime Assad ne signe pas le premier échec fort de la Russie, là, actuellement, Mathieu Léritz? Incontestablement. Poutine était avec l'Iran le parrain numéro un, puisqu'il l'avait sauvé quand même au moment de la première révolution arabe. Donc on peut espérer que effectivement ça soit le début d'une série de revers qui incite le peuple russe à se débarrasser de sa propre dictature, puisque finalement, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. On est dans une situation de régimes qui ne sont pas si différents.
si on se souvient du sort des opposants politiques de M. Poutine. Il y a peut-être une différence de cruauté dans le raffinement, etc., dans le nombre, mais ce sont des régimes qui sont des régimes mafieux, qui sont des régimes criminels, et qui sont des régimes qui tiennent leur peuple sous la botte. Donc si ça peut être l'annonce d'une série de revers qui affaiblissent le régime de M. Poutine, eh bien bravo aux révolutionnaires syriens. Stéphane Massé, là. Oui, 3 observations très, très, très rapides. La Russie, effectivement, est sur un autre front actuellement. Ça, c'est clair. Sur la Syrie, il y a toujours un risque d'embrasement peut-être de guerre civile. On ne peut pas se réjouir, je dirais, béatement de la situation actuelle. C'est une bonne chose, effectivement, que le boucher de Damas ait chuté. Souvenons-nous aussi du printemps arabe. On a eu beaucoup d'espoir. On a vu aussi ce que ça a pu donner. Et puis, la 3e observation, vous disiez que la Turquie pourrait intervenir. En tout cas, un État qui est déjà intervenu très récemment, c'est Israël. C'est un peu le rouleau compresseur actuellement. Oui, sur la partie Golan, qui sont en train de effectivement bombarder toutes les installations militaires syriennes. Nous allons mettre un point final dans quelques instants à cette émission, mais je vais faire un rapide tour de table sur la note de lecture. RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Très rapidement, là, Mathieu Léritz, quel est votre coup écoutez, de cœur? J'ai pris un classique, j'espère qu'il va devenir un classique. C'est une biographie de Jean Jaurès, qui est sortie il y a 1 ou 2 mois par un historien qui est encore relativement jeune. Il y a une nouvelle génération d'historiens du socialisme très intéressante qui s'appelle Jean-Numa Ducange et qui a la particularité d'être germanophone. Et donc, qui travaille sur les sources allemandes du socialisme. Et on sait que Jaurès était un grand spécialiste de la philosophie allemande. Et donc, c'est une biographie que je recommande, la biographie de Jean Jaurès, donc l'unificateur du socialisme, espérons, par Jean-Numa Ducange. Stéphane Massé. Une nouveauté d'un grand philosophe, homme de gauche ou ex-homme de gauche, Alain Finkielkraut, sur la modernité à contre-courant. En fait, c'est intéressant parce que c'est une espèce de compilation de cet ouvrage qu'il a publié, de grands entretiens qu'il a pu avoir avec des grandes plumes de la presse écrite. Arnaud Gérard. Alors moi, je vais sortir complètement des sujets pour vous parler d'un tout petit livre qui est sorti l'année dernière de Piero Calamandrei. C'est un juriste italien qui a été un des leaders du mouvement antifasciste et qui a écrit beaucoup d'ouvrages, dont ce petit exemplaire qui s'appelle « Rencontre avec Piero de la Francesca ». C'est un livre magnifique pour les fêtes de Noël, bien entendu, mais c'est aussi sur toute l'âme italienne, même l'histoire par rapport à une œuvre. J'ai trouvé ça très très beau, c'est un magnifique petit livre d'art. Eh ben, moi, je vais terminer avec 7 leçons sur la violence. C'est un livre paru aux éditions L'Île Jacob de Marc Répon. Marc Répon, c'est un philosophe dont la parole est rare sur les plateau télé, c'est le contraire d'un tautologue, et il écrit d'une façon extrêmement claire, extrêmement concise, précise, et il parle aussi bien donc de la violence d'État, la violence légitime de l'État, ça peut être tout un débat, que de la violence aussi qui émerge de l'actualité judiciaire. Bon, il n'évoque pas directement le procès de Mazan, mais toute la violence intime. Et c'est un petit livre qui fait 200, un peu plus de 200 pages, qui se lit vraiment de façon tout à fait claire, qui est assez admirable, qui est sorti il y a quelques mois. Merci de votre écoute. La prochaine émission, ce sera le vendredi prochain. Je recevrai le sociologue Thibaut Bezosi, qui a, pour évoquer les sans-abri, il vient de publier un livre d'entretien réalisé avec un sans-abri nancéien. RCN, www.rcn-radio.org